Maîtrisez l'action stratégique, amplifiez votre impact. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre communauté Innovation, Agilité et Excellence Pro. Vous êtes un leader, expert ou professionnel désireux d'approfondir les thèmes du podcast? IAE Pro est votre lieu privilégié pour apprendre, collaborer et débloquer votre potentiel stratégique. En rejoignant notre communauté, vous pourrez prendre le contrôle des leviers d'action stratégique pour agir avec assurance et efficacité, élargir vos horizons grâce à l'échange avec des leaders et des experts de haut niveau, évoluer dans un environnement stimulant, entouré de pairs engagés et d'experts reconnus, obtenir des résultats concrets en vous appuyant sur des méthodes éprouvées et des retours d'expérience, et enfin profiter d'un accompagnement à travers des ateliers, des sessions de discussion ouvertes et des ressources partagées. Ceux qui rejoignent la communauté avant le 27 avril prochain bénéficient d'un rabais sur l'abonnement annuel. Ne manquez pas votre chance d'apprendre, de vous connecter et de transformer votre leadership. Nous avons hâte de vous rencontrer sur la communauté. Suivez le lien en description pour en savoir plus. Bonjour et bienvenue à l'épisode 214 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour vous aider à développer la croissance profitable et durable de votre organisation. Nous aimons approfondir certains sujets sur ce podcast et encore plus avec ceux et celles qui ont parlé de sujets d'actualité. Et comme les questions de diversité sont mises à mal dans l'actualité internationale ces temps-ci, nous pensons que c'est un bon moment pour retourner vers Patrick Norenberg pour approfondir ces questions autour de la participation. Oui, le même Patrick Norenberg qui nous avait donné cette excellente définition de la participation à l'épisode 133 et que nous lui demandons de reprendre pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance ou le temps d'écouter cet épisode. Et aussi parce que la participation, c'est le premier pas vers autre chose que le top-down. Ancien cadre territorial diplômé des hautes études en pratique sociale, Patrick Norenberg est aujourd'hui enseignant, formateur et consultant en politique publique. Essayiste sur les sujets de la ville, de la démocratie, de la citoyenneté, du développement social et territorial et sur le pouvoir d'agir, il enseigne à l'université et dans de nombreuses écoles de management territorial, de management public et de management politique. Vous trouverez son impressionnant parcours à l'introduction de l'épisode 133, là où vous nous écoutez d'habitude. Bonne écoute! Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, depuis que nous nous sommes parlé fin 2023, j'utilise ta réponse à ma question sur ta définition de la participation publique dans plusieurs de mes cours. Il y a quelques centaines de personnes au moins qui t'ont entendu dans le podcast, dans mes classes. Peux-tu rapidement la répéter pour nos nouveaux auditeurs, nous réexpliquer ce que sont ces fameuses 4 parts que je trouve tellement bien formulées quand on parle de participation? Oui, bien sûr, Jean-François, et merci de citer tout cela auprès de tes étudiants. Alors, je voudrais dire que cette définition, pour moi, elle est très importante parce que on parle beaucoup de participation aujourd'hui, de participation citoyenne, de démocratie participative, etc. Mais en fait, derrière ça, tout le monde ne met pas les mêmes choses, voilà. Et donc, pour moi, c'est important, et je dis toujours qu'elle doit reposer, cette participation réelle, authentique, publique, sur quatre éléments clés qui sont l'idée que je prends part, et je prends part librement si je suis invité à participer à une réunion publique, à un débat, à une initiative, de mon propre chef, sans contrainte. Je décide parce que c'est intéressant, parce que j'ai le sentiment que c'est utile pour moi, pour la société, pour ma vision des choses, du monde, parce que je pense que je vais avoir un impact et je vais pouvoir faire bouger les choses. Je décide moi-même de prendre part. La deuxième idée, c'est dans ce moment-là, dans cette assemblée, dans ce moment qu'on me propose de partager, je dois pouvoir dire ce que je pense, exprimer ma part. Voilà, c'est ce que je dis en donnant sa part.
Voilà, il faut pouvoir donner sa part, c'est-à-dire être sûr qu'on va pouvoir avoir un cadre qui nous permet Ouais. de dire ce que l'on pense, même si ça peut déranger, même si ça peut, titiller un peu, même si, c'est à contre-courant des idées dominantes, il y a un Oui. espace qui va me permettre de dire, de donner ma part et de dire, ce que j'ai envie de dire et sans jugement, sans posture, négative en face. Et enfin, le troisième élément, c'est que si on veut parler de participation authentique, il faut aussi, que les conditions me permettent aussi d'entendre l'autre, de recevoir une part de l'autre, Oui. de m'enrichir de l'autre. C'est-à-dire Oui. que pour moi, c'est pour ça que je parle d'authenticité dans cette participation. Je pense que 1+1 = 3. Voilà, Oui. quand je participe à quelque chose, que j'apporte mon point de vue, je dois, aussi pouvoir tirer, des enseignements de ce que les autres me disent, Oui. m'apportent, et Oui. cetera. Et cette alchimie-là, cette synergie entre ces échanges-là, qui fait qu'on appelle des fois intelligence collective, qu'on appelle, autrement, on le verra plus tard, sans doute dans l'entretien, mais voilà, donc il y a prendre part, donner sa part, recevoir sa part. Et puis, pour être concret et pour terminer, c'est la petite histoire, du colibri, Oui. qui devant l'incendie, dans la forêt, va chercher une petite goutte d'eau dans la rivière et puis, la jette sur les flammes et puis il y a le tatou qui l'observe et qui lui dit: «Mais tu fais quoi? Tu es complètement fou, fuis Oui. comme tout le monde, c'est l'apocalypse, tout le monde va mourir ici, tout est détruit, il y a des flammes énormes», et cetera. Petit colibri qui: «Je fais ma part». Voilà, c'est-à-dire que Oui. le faire est extrêmement important, c'est-à-dire que participer, c'est bien, donner son avis, c'est très bien, s'inspirer de l'avis des autres, c'est très bien, mais au bout d'un moment, on fait quoi? On agit comment? Qu'est-ce Oui. qu'on décide de Oui. faire concrètement? Oui. Voilà, donc je trouve que, voilà, participer, pour moi, ça doit s'appuyer sur ces 4 piliers-là, fondamentalement. Et ça veut dire aussi si j'organise des séances de participation, je dois, donc si je dis j'invite 200 personnes, il faut que ces 200 personnes-là puissent avoir l'opportunité, qu'ils ou elles le fassent ou non, de donner leur part. Donc ça Tout à sert à fait. rien de faire très gros parce que, 800 personnes, si, ça fait 800 minutes si chaque personne parle 1 minute. Donc aussi bien multiplier des plus petits groupes, c'est ce que j'entends aussi, tu vois, quand tu C'est dis ça. ça. Ça veut pas dire que les 800 vont parler, mais ils doivent sentir qu'ils ont la Exactement. possibilité de le faire. Et ça, pour moi, ça reste très, très, très important dans le filigrane. Ensuite, oui, la posture de prendre sa part, moi, je l'ai découverte en 2023 quand tu me l'as dit. Et maintenant, ça me semble tellement évident, mais tu étais la première personne à le dire clairement. Et je pense que ça, quand on veut faire de la participation, eh bien, oui, on fait pas ça parce que c'est à la mode et puis que de toute façon, moi, participez tant que vous voulez, moi, je déciderai à la fin. Non, je dois, comme tu dis, avoir cette ouverture et me laisser convaincre, ou pouvoir, au moins la possibilité de me laisser convaincre Mmh. par les opinions ou les idées des autres dans cette affaire. Et juste une petite précision, quand je dis, donner sa part, ça peut être donner un avis, ça peut être s'exprimer, mais ça peut être aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément, la prise de parole en public, facile, et Oui, cetera. oui. Une manière aussi d'apporter quelque chose, de contribuer à la Mmh. réussite de ce moment, avoir un rôle actif, c'est-à-dire je donne quelque chose de moi-même Oui, dans ce temps-là, ce processus auquel on me propose de participer, voilà, moi je suis pas mal, à l'aise et agile avec le numérique et ben, je vais contribuer de cette façon-là. Je vais faire un compte rendu, je vais apporter, éventuellement, des choses, pour qu'on puisse, boire un petit coup à la fin et oui, se oui, réjouir ensemble. oui, Voilà, il faut aussi se dire que, voilà, chacun peut apporter sa part d'une manière ou d'une autre oui. et quelle qu'elle soit. Voilà. Formel ou informel, Exactement, verbal ou non verbal. c'est ça. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. Merci de le préciser. C'est pour ça que j'aime te parler. J'apprends toujours des choses. Dans mon activité professionnelle, j'aime à dire qu'on part pas de 0 participation à 100% de participation d'une manière instantanée. C'est pas binaire. Et que c'est un processus qui s'apparente à l'incrémentalité. D'après toi,
par quelles étapes est-ce qu'une organisation ou est-ce qu'un individu doit-il ou doit-on passer? Quelles sont les principales étapes à franchir ou les obstacles à surmonter pour évoluer, avancer dans cette échelle de la participation? D'abord, je voudrais dire, une chose importante, c'est qu'il y a la participation, on va dire institutionnelle, descendante. Oui. Un certain nombre une commune, des services de l'État, une entreprise, décide de mettre en débat, un sujet, invite, la population, le public, à participer à un temps d'échange, permettant, in fine, de prendre des décisions et cetera. Mmh. Ça, c'est important, ça se fait. Alors, bon, on peut critiquer la façon dont c'est fait, évidemment, il y a des choses à améliorer, mais moi, je me réjouis toujours quand les institutions prennent des initiatives qui visent à faire participer les gens, et en tout cas à informer, premier stade, de la Oui. participation, c'est une information partagée sur un sujet, et ça, c'est déjà bien. Mais ça c'est pas suffisant, il y a toute la façon de mener tout ça, on vient d'en dire quelques mots, la posture à avoir, et cetera. Mmh. Si j'invite les gens et que, les gens n'ont pas le sentiment qu'ils vont pouvoir peser sur les choses, que c'est déjà plié, que c'est déjà décidé et qu'on fait Mmh. semblant et cetera, c'est sûr que c'est pas très intéressant. Mais Oui, quand c'est bien fait, participation institutionnelle, c'est important. oui. Mais il y a aussi la participation, citoyenne, l'intervention des gens par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'attendent pas que les institutions leur demandent, leur avis, il y a des gens qui s'investissent, c'est de l'intervention, voilà, c'est du pouvoir d'agir, Oui, les gens, oui. par eux-mêmes, prennent des initiatives, interpellent, signent des pétitions, se réunissent, Mmh manifestent mh. et cetera. Donc Mmh. Mmh. pour moi, il y a déjà ces 2 aspects-là et l'un et l'autre, doivent pouvoir fonctionner dans une société démocratique. On doit pouvoir, effectivement, être très à l'écoute, aussi, des gens, de ce qu'ils proposent, et cetera et cetera. Donc effectivement, la participation, on part pas de zéro parce qu'il y a toujours ces gens-là, ils peuvent être, minoritaires, OK, Oui, mais bon, oui, pas oui. toujours. Des fois, Mmh mh. ça prend des proportions, voilà. Il y a des choses qui viennent des gens par eux-mêmes, donc réellement. Ensuite, effectivement, quand, les institutions amènent à c'est vrai aussi quand les gens font par eux-mêmes, mais quand les institutions sont amenées à organiser la participation, citoyenne, on parle de processus, tu as raison, c'est des vrais processus. Ça veut dire, un cheminement par Mmh étapes mh. où on est très clair au départ, pour dire, quand tu parlais des obstacles à franchir, la manière de franchir ces obstacles, c'est d'être très clair aussi sur ce qui est mis en débat, Oui, sur les attentes, sur le périmètre, oui, et oui, sur un calendrier, sur pourquoi on veut le faire. C'est-à-dire si oui. je comprends pas quels sont les enjeux de ce débat, si je comprends pas quelles sont les marges de Mmh. manœuvre que je peux avoir, pour faire bouger, les lignes dans ce débat et dans cette discussion, c'est pas tellement utile quoi, je vais pas m'impliquer. Donc faut être très clair là-dessus. Un des obstacles, c'est la non-transparence, c'est le fait qu'on ne soit pas clair sur les enjeux, sur ce qu'on attend des gens, et sur ce qu'on va faire de la parole des Oui. gens. Et donc pour moi, j'utilise, aussi le terme de ce processus, pour moi, c'est une dynamique d'éducation populaire quelque part. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire prendre conscience à nos différents acteurs de la participation, que ce Oui, soit des élus, que ce oui. soit des professionnels, voilà, que ça a des vertus, pédagogiques tout ça et qu'on ne peut pas, bien sûr que quand on va travailler, ça va nous amener des éléments, qui vont permettre, de pouvoir décider in fine, qui vont Mmh mh. pouvoir faire bouger le projet, l'améliorer et cetera. Bien sûr, pour le Oui. projet, ça apporte plein de choses, mais ça apporte aussi, plein de choses. Le processus est un processus aussi, qui est pour moi pédagogique et il apporte aux gens eux-mêmes. Il peut apporter du bien-être pour les gens Oui. parce que je vais me retrouver avec d'autres, parce que, je vais créer du lien aussi avec les autres, parce que Mmh mh. je vais pouvoir, m'exprimer et qu'on a besoin de pouvoir s'exprimer. Parce que je vais rencontrer des personnes que je ne connaissais pas, puis je vais m'apercevoir finalement que
J'avais des représentations sur elles, Ouais, et puis elles sont un peu comme moi et on a un ouais, peu des idées partagées. Je pense à par exemple des actions que j'ai menées moi sur des quartiers en rénovation urbaine, ouais, dans des quartiers très populaires où il y avait des gens qui étaient pour la démolition, puis il y avait des gens qui étaient contre les démolitions ouais, pour rénover le quartier. ouais, Mais arriver à mettre ces gens tous ensemble et à se respecter et à respecter l'avis de l'un et de l'autre, à comprendre pourquoi l'un et l'autre pensaient comme ci et comme ça, ça a été tout un travail et tout un processus. Au départ, ouais, les ouais, gens qui étaient pour la démolition n'osaient pas prendre la parole, même venir. Il a fallu aller vers eux pour ouais, les faire venir, ouais, pour leur donner envie et les rassurer pour qu'ils puissent être en confiance et pouvoir ouais, dire leur point de vue, ouais, sur la démolition parce que, majoritairement, les gens du quartier ne voulaient pas, ouais, que les bâtiments, de ce quartier, soient démolis et qu'on en reconstruise, de nouveaux. Ils voulaient que ce soit réhabilité simplement. ouais. Donc voilà, ce que je veux dire, heu, ce processus-là, il doit aussi travailler sur la personne, sur la relation, entre les gens. C'est fondamental, pour moi, voilà. Alors c'est mieux quand on le fait consciemment tout ça, mais quelquefois on s'en rend pas bien compte, mais quand on travaille sur des objets, participatifs et qu'on travaille avec, les personnes, qu'on les associe, il y a tous ces effets-là qui sont, réels, et qui se passent pour les gens. Ouais, et à la fois, c'est un processus, comme tu dis, d'éducation, donc on apprend à la fois du processus et on apprend des autres et on apprend aussi de la complexité du monde dans lequel on vit. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans l'équipement télécom à une certaine époque, donc j'appréhende très, très bien toute cette infrastructure de téléphonie mobile qu'aujourd'hui ou voire même de tout ce qui est, fibre optique, là. Tout le monde dira: «Oh, j'ai la fibre, j'ai la fibre». J'appréhende peut-être un peu mieux que le commun des mortels la complexité derrière ça, Mmh. mais c'est quand même une complexité qui existe et qui nécessite, donc dans le processus aussi. Le processus, il est, comme tu viens de le dire, il faut convaincre, ensuite l'écoute, ensuite et sur les prochaines étapes, eh bien, ça générera à la fois, des compétences futures pour les futures instances et aussi des attentes. Alors ça j'aime Mmh. ça aussi, je pense que c'est intéressant. J'aimerais aussi, revenir un peu sur la partie prendre ma part, comme je l'ai dit, que je trouvais particulièrement pertinente et qui m'a ouvert les yeux et qui m'a entre guillemets, en quelque part «soulagé» aussi, de le savoir d'une manière, formelle plutôt qu'informelle, qui me semble à la fois fondamentale et difficile. Donc, l'exemple dont tu parles, démolition, pas rénovation, je pense que cette question-là, est importante. Qu'est-ce que tu vois en termes d'évolution, dans ta pratique professionnelle de la part des grandes catégories de participants? Parlons de citoyens, parlons d'experts, parlons de politiques, voire d'académiciens ou encore, d'écologistes, hein, de représentants, je ne veux pas dire de représentants de la biodiversité, mais ceux pour qui Mmh. ce sujet-là est à cœur. Donc, est-ce que tu les vois s'améliorer dans leur capacité de, entre guillemets, «prendre leur part»? Oui, il y a des évolutions et c'est bien normal et tant mieux. Alors il y a des évolutions et puis il y a aussi à un moment donné des gens qui font la démonstration que bon, bah, vous voyez en fait tous ces dispositifs-là, bon finalement, ça produit pas, les effets qu'on pourrait espérer, ça marche pas, les gens sont pas satisfaits en fait, oui. C'est-à-dire qu'on confond en fait, on confond la démarche, Ouais, le processus et le traitement, politique, on va dire que l'on fait, de tout ça et des résultats. ouais, Je prends par exemple, l'exemple de la convention citoyenne pour le climat. ouais. Du point de Mmh. vue de la méthode, moi j'ai rien à dire en tant «qu'expert» entre guillemets sur ces sujets-là, le tirage au sort, faire travailler les gens, pendant, plusieurs semaines, plusieurs mois, à rencontrer des experts, à se faire un Mmh. avis éclairé sur le sujet, à partir aussi de leurs expériences et cetera, de sorte qu'ils soient capables in fine de faire des propositions éclairées, de faire des choix éclairés. Ouais, je veux dire, pour moi, c'est, une méthode, qu'il faut vulgariser, Ouais. qu'il faut étendre, voilà Mmh. c'est que du
du bien, c'est que du Ouais. bien. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ce qui est ressorti de tout ça? Quel est le Ouais. traitement politique de tout ça? Ouais. Et là, c'est là que ça va pas. C'est là qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Ouais. et qui a déçu d'ailleurs énormément les 150 participants parce que on a l'impression qu'on a accouché d'une souris, quoi, comme on dit. Voilà. Mmh. Et qu'en Mmh. fait, sur toutes les propositions qui ont été faites, qui ont été pourtant travaillées, analysées Mmh. avec tous ces acteurs que tu as cités, les citoyens, les experts, les politiques, etc., bah, finalement, on en retient 2 ou 3 sur 150. Donc, évidemment, ça déçoit les gens. Mmh. Donc, le problème, il est fondamentalement, il est là. Et c'est vrai Ouais. à l'échelle Ouais. locale. Quand on travaille avec des habitants dans une structure, dans un quartier, etc., et que au final, même si les choses ont été très bien menées, on ne prend pas en compte ce qui a été dit, bah là, on fait des déçus puissance Ouais. Ouais. 50. Ouais. Et Ouais. ça, c'est terrible pour la démocratie. Ouais. Et c'est terrible parce qu'en fait, en réalité, moi, j'ai toujours avec moi j'ai toujours à mon coin la Constitution. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je serais d'avis d'ailleurs qu'on la mette, qu'on la remette sur la table et qu'on la retravaille et qu'on l'améliore et qu'elle soit beaucoup plus participative. Mais il n'y a pas tout acheté là-dedans. Il y Ouais, a des ouais, ouais, choses ouais, bien sûr. qui restent pertinentes. Ouais. Et Ouais. quand je lis la Constitution, l'article 2 de notre Constitution, c'est le principe du gouvernement, le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouais. Donc, Ouais. Donc donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait avec les gens, on fait pas seulement pour les gens. Et alors que dans ce bloc constitutionnel, il y a aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on ouais. fait, qui fait bloc dans ce document. Et l'article 6, il dit quoi? Je le cite: «La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation». Mais ce qu'on entend, c'est tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants. C'est-à-dire qu'on donne la primeur aux citoyens. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme en 1789 Ouais. considéraient que le citoyen était tout à fait en capacité Ouais. d'écrire la Ouais. loi, de la penser, etc. Il pouvait aussi s'en référer à des représentants, mais voilà. Et en fait, cette histoire, elle doit pouvoir se faire à deux. Entre les représentants et les citoyens, il doit y avoir du dialogue permanent Ouais. et je rêve que les lois soient façonnées de cette façon-là. Voilà. Et donc, je dis ça, je prends cette référence historique, mais Mmh. pour moi, ça doit nous voilà, ça doit à la fois nous rassurer, ça doit à la fois nous motiver, nous dire que finalement, ça a du sens ces écrits-là et il Ouais. faut que dans la réalité au quotidien, on puisse faire vivre ces valeurs et ces principes Ouais. que voilà, dans tout ce qu'on peut organiser. Et moi, je rappelle souvent je me trouve en face d'élus, ou de techniciens, en direction de qui je travaille ou je forme, quelquefois, je Mmh. leur rappelle ces grands principes-là, Mmh. voilà. Et du coup, ça veut dire et je terminerai là-dessus, il faut considérer que les habitants, sont des experts, eux aussi, Ouais. d'usage, mais pas Ouais. seulement, mais Ouais. sont du quotidien, Ouais. voilà, ils ont une expertise citoyenne et les citoyens, on en conscience, pour certains, pour d'autres ne l'ont pas. Je reviens au processus dont on parlait tout à l'heure. Ces Ouais. processus, quand ils sont faits intelligemment et dans une démarche d'éducation populaire, ils permettent de donner confiance aux gens, de retrouver une dignité et de leur capacité. On parle la participation dans les pays, d'Amérique du Sud, on parle de capacitation. Ouais. Capacitation, Ouais. retrouver sa Ouais. capacité de Ouais. donc ça, c'est la première chose. Pour les élus, c'est effectivement, cette expertise politique. Les élus, les décideurs aussi, des élus politiques, mais aussi par exemple dans un conseil d'administration ou voilà, Mmh. Ouais, ouais, ils tout à doivent fait. avoir cette expertise, politique au sens, la vision que je donne, à ma société, à mon territoire, à mon association. Voilà, je suis là
voilà, donner une vision et faire partager cette réflexion autour de la vision. Ouais. Et puis pour les experts qui peuvent être des techniciens, qui peuvent être Oui, pour moi, oui. c'est ceux qui vont aider à donner des éléments de compréhension d'un Mmh. sujet qui peuvent être techniques, qui peuvent être Mmh. Oui, d'autres niveaux, qui peut être aussi philosophique oui, quelquefois, qui tout peuvent à être fait, oui. voilà, ils vont apporter cette contribution-là. Et c'est le regard croisé de ces Mmh. 3 expertises, Ouais, de ces 3 acteurs-là qui produit, je pense moi, les meilleures idées, les meilleurs projets. Donc les évolutions, moi je les note, je me rends compte que petit à petit, voilà, on essaie de travailler un petit peu plus intelligemment avec ces 3 catégories d'acteurs, avec quelques réticents, quelques personnes qui tirent un peu la patte toujours en disant: «Bon, après tout, on irait plus vite si on faisait les choses par nous-mêmes, tout seuls» et cetera. ouais, Mais bon, je constate quand même qu'il y a une envie, il y a une envie de faire un peu les choses autrement et qu'on considère qu'effectivement, travailler en amont avec les habitants, ça permet, de prendre de meilleures décisions, quoi, voilà. Pas la conscience que c'est une dynamique d'éducation populaire, je suis pas sûr qu'on ait grandement encore avancé, ouais, là-dessus. ouais. Mais la conscience que ça peut aider à prendre la meilleure décision le moment venu ou que ça va nourrir ma réflexion sur la décision, il y a une évolution. Je le vois, chez pas Ouais. mal d'élus, chez pas mal de techniciens aujourd'hui. Je je reviendrai, après ma prochaine question sur cette question de décision. Mais, justement, pour un peu prendre la balle au bond par rapport à ce que tu viens de dire, dans un article récent publié dans le journal Le Monde, Arnaud Esquer, sociologue, dit ceci, et je cite: «Pourquoi a-t-on ce sentiment que l'on ne peut plus rien dire alors que l'on peut objectivement faire le constat inverse?» Fin de la citation. Est-ce que c'est à dire alors que la participation et la participation publique semblent à portée de main, du moins sur une base, entre guillemets, «d'outils», ou sur une base plus facile parce que les outils sont généralisés, entre guillemets, tout le monde a un smartphone, par exemple, et moins coûteuse que par le passé? Pourquoi est-ce que, on a encore ce paradoxe de «on ne peut plus rien dire» alors qu'on n'a jamais eu autant de canaux de communication et d'outils de communication dans «l'histoire» entre guillemets de l'humanité? On peut écrire, on peut faire des vidéos, on peut poster ça sur des il y a tellement de choses pour s'exprimer et on a beaucoup de gens qui ont l'impression de dire: On ne m'écoute pas». Je donne ma part, mais il y a personne qui prend sa part. Enfin bon, pour revenir un peu à ça, quoi. Et Ça comme quand j'ai vu cet article, j'ai pensé: «C'est une question pour Patrick, je veux ah! t'entendre là-dessus». Qu'est-ce que tu réponds à cette question-là de ce paradoxe-là, sentiment de plus pouvoir rien dire alors qu'on n'a jamais pu, s'exprimer autant? Oui, oui, tu as bien fait de retenir cet article et je trouve ça tout à fait intéressant et il y a un vrai paradoxe, mais pour moi, la réponse en une phrase, Oui, et je compléterai évidemment derrière, mais c'est oui. le problème, c'est que les gens n'écoutent pas les réponses aux questions qu'ils ne se posent pas. Je je vais te citer là-dessus. Voilà, Je vais les te gens citer là-dessus. n'écoutent pas les Bah, réponses aux questions qu'ils ne se posent pas. ouais, Et du coup Et du ouais, coup, bien sûr qu'il y a plein de moments, d'occasions, d'outils pour s'exprimer. Mais au bout du compte, ouais, on fait quoi? On fait quoi ouais, de ce qui est dit? On ouais, fait quoi de ce qui est dit? Donc ça, ouais, c'est le problème central, c'est celui de l'écoute. C'est ouais, de l'écoute et d'être en confiance sur le fait et qu'on n'est pas justement pour beaucoup de gens, ils ne se sentent pas en confiance, ils se sont en ouais, ouais, défiance ouais, sur le fait qu'ils ne sont pas entendus. Ils ne ouais, sont pas entendus et ils ne sont ouais, pas entendus pour, voilà, parce que, il faut arrêter, de décider, de ce qui est à l'ordre du jour, du débat. Il faut partir de ce que les gens ont dans la tête mmh, pour apporter des réponses petit à petit, ouais, aux questions qu'ils ont. Alors ouais, c'est peut-être difficile dans une société parce que, ce que je disais tout à l'heure, l'ascendant, le descendant, il y a des choses à faire, il y a des choses bon, mais
Si les gens ont le sentiment de ne pas être entendus et écoutés, c'est parce que véritablement, on ne part pas suffisamment de leurs idées, de Ouais, leurs préoccupations. ouais, Je prends un exemple, on a vécu les gilets jaunes, mais qu'est-ce que disaient les gilets jaunes? ouais, Les gilets jaunes, ils disaient ni plus ni moins, mais entendez-nous, oui, entendez-nous. oui, Le gilet, oui, oui, fluo, sur le tout à fait, rond-point, c'est tout à fait. aussi: «Voyez-nous, voyez-nous, nous sommes des invisibles. En fait, vous ne voyez pas une grande partie de la société». Donc les gilets jaunes, c'était aussi une façon d'être visible et ils ont dit beaucoup de choses. Dans un de mes bouquins, quand j'ai écrit ça, les énergies citoyennes, au moment où j'écrivais ce livre, c'est le mouvement des gilets jaunes et il y a tout un passage, sur ce que nous dit le mouvement, des gilets jaunes que j'ai repris. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'était pas forcément le thème de mon livre, mais Oui, je me suis dit: «Il y a cette actualité-là pendant la rédaction de ton ouvrage, il faut absolument que tu tu dises, l'adresses, ton oui. point de vue là-dessus» et il s'est trouvé que j'avais été invité à je crois que c'était le conseil départemental de Haute-Garonne qui m'avait invité dans une journée sur ces questions de participation citoyenne et cetera. Mmh mh. Et du coup, j'avais, préparé mon intervention, que j'ai repris dans ce livre, autour de ces questions et je disais: «Il y a une recherche de dignité, de reconnaissance». Voilà, Oui, c'est fondamental dans ce qui se passait à l'époque, des gilets jaunes. Mais ça reste valable aujourd'hui pour plein de gens qui ont le ouais, sentiment effectivement que, ils ne sont jamais écoutés et oui. entendus. Dans leur vie citoyenne, comme dans les entreprises, comme dans Exactement. leurs même dans leurs associations, Vous enfin faites c'est quoi de ouais, notre parole? Vous faites quoi oui, de cela? Il y avait aussi une demande de proximité. J'avais indiqué, je disais que les gilets jaunes nous faisaient les liens entre le local, le global et oui, inversement oui, par les sujets qui mettaient sur la table et qui obligeaient à penser, effectivement les choses de cette façon-là. Qu'ils étaient aussi, ils nous montraient leur capacité de sortir de l'isolement finalement. mmh mmh. Il y a eu des liens qui se sont créés entre toutes ces personnes qui ne se Ouais, connaissaient pas et cetera. Donc quand les gens disent: «Oui, ouais, les gens ils ont pas envie de faire des choses ensemble et cetera». Beh si, ils nous prouvent que si, ouais, à partir du moment où c'est eux qui décident et qui choisissent, ils ont envie de faire des choses avec les autres. Je disais aussi qu'il y avait un déficit de projets collectifs et que, bon finalement, oui, est-ce qu'on trouve sa place dans cette société, dans cette république? Est-ce qu'on a vraiment cette place? Il y a une étude d'ailleurs du CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui a été faite récemment et qui est assez, glaçante, hein, puisqu'elle dit qu'il y a 25 des concitoyens qui ouais, se sentent pas appartenir à la République. oui, Bon, oui, et donc il y a quand même on fait quoi oui, pour que ça change et que chacun, retrouve sa place oui en faisant sa part et en prenant la part et des en autres, prenant sa part, oui, et voilà, oui, donc voilà, oui, et puis je terminais, sur, le besoin de démocratie authentique, et la crise de représentation, aussi, à tous les niveaux qui joue aussi. C'est-à-dire en fait, c'est vrai, c'est aussi un sujet, bien sûr que j'ai plein de possibilités pour dire mon avis, mais comment il va être pris en compte cet oui, avis-là? c'est ça. Est-ce que j'ai la certitude qu'il va être pris en compte? Est-ce qu'on va simplement répondre à ma question? Je dis souvent aux élus avec lesquels je travaille, par exemple, quand vous êtes, sollicités par des habitants, quand les Oui, gens posent des questions, on doit répondre à la question. La réponse à la question, c'est, «Oui, on est d'accord, voilà, tout le monde va être content, c'est super», ça arrive quelquefois. «Non, c'est pas possible parce que ça heurte nos valeurs et on vous explique pourquoi et on débat du fond des choses et on a le droit de pas être d'accord dans une démocratie, on n'est pas obligé tous d'être d'accord sur tout, tout le temps. Mais il faut expliquer les raisons du mmh, désaccord ouais, et il faut que la controverse, elle puisse exister dans le débat pour que ça fonctionne ouais, et enfin, c'est pas possible tout de suite. La réponse, ça peut être: «C'est pas possible tout de suite», mais ça sera possible dans quelques mois, dans un moment. Il faut réunir des conditions. D'ailleurs, peut-être qu'on peut les réunir ensemble. Il faut aller chercher des sous, il faut convaincre des partenaires, il oui, faut, voilà. Mais il faut une réponse. Ce qui est terrible, c'est que quand les gens, nous disent des choses et qu'en face, il y a pas de réponse et ça fait exploser. Je dis souvent la violence commence là où la parole s'arrête. oui. Une dernière question pour toi, Patrick, parce que le temps file. Participation et intelligence collective, synonyme?
étape à franchir ou la première est le résultat de la seconde ou la seconde est le résultat de la première? Euh, on parle beaucoup d'intelligence collective. Je veux qu'on distingue bien les deux et je veux t'entendre sur ces deux sujets-là. Quels sont leurs liens ou pas? Quel est l'avis de l'expert? L'intelligence collective, c'est la méthode. L'intelligence collective, c'est l'ensemble de méthodes et la pédagogie au service d'une volonté politique, sociétale, de Oui, participation du plus grand nombre à la chose publique. oui, Pour moi, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le moyen de mettre en œuvre intelligemment cette participation que j'ai définie au début de notre entretien. mhm, C'est ça que ça veut dire. Donc, on est d'accord qu'on parle d'une participation qui soit authentique, une oui, participation qui fasse pas semblant. oui, Je rappelle, il y a l'échelle de la participation, oui, 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 l'information, la consultation, la oui, concertation, et la co-construction. exact. Le premier aspect, c'est pas de démocratie sans information partagée. Voilà. Oui, Donc, oui. Libre euh, aussi, hein, de plusieurs sources, etc. Sinon, on tombe dans la manipulation. Et ça, c'est autre c'est chose. ça, c'est Ouais. ça. Voilà. Donc, intelligence collective, c'est ça pour moi. C'est deux choses différentes. C'est D'accord. le moyen et la méthode qui va nous permettre d'arriver à une participation comme on l'a décrit tout à l'heure. Patrick, c'est un plaisir de te questionner et de t'écouter. Il y a quelques questions que j'ai pas pu faire. On va se revoir. On va continuer à approfondir un peu Ouais. ça et peut-être même essayer de creuser tes petits trucs pour bien réussir, entre guillemets, ces réunions. Il doit y avoir des trucs et que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur associatif, on peut récupérer ces éléments-là pour réussir à trouver les meilleures réponses aux questions de plus en plus complexes auxquelles nos organisations et nos sociétés sont confrontées. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi, Jean-François. Quand j'entends c'est le regard croisé des politiciens, des citoyens et des experts qui produisent les meilleures solutions, je pense tout de suite au Living Lab et à leurs 4 piliers, académiciens, entreprises, politiciens et citoyens, auxquels les Living Labs ajoutent parfois un 5e pilier, ceux et celles qui parlent pour la planète et la biodiversité, dont nous ne comprenons malheureusement pas toujours très bien le langage aujourd'hui. Ce qui nous mène à cette question d'intelligence collective qu'on trouve chez de plus en plus d'intervenants sur ce podcast. Nous y reviendrons, que ce soit à travers d'autres podcasts sur la prospective ou via des experts comme Olivier Zara. Et aussi cette réponse à la question « Pourquoi a-t-on ce sentiment que l'on ne peut plus rien dire alors que l'on peut objectivement faire le constat inverse ?» serait celle-ci. Les gens n'écoutent pas les réponses aux questions qu'ils et qu'elles ne se posent pas. Voulant en savoir plus, l'IA nous répond ceci, que Confucius aurait déclaré « Je ne peux rien pour qui ne se pose pas de questions ». Ou plus près de nous, Grégoire Lacroix, écrivain, journaliste et poète français et membre de l'Académie Alphonse Allais, qui aurait écrit « Certains ont l'esprit encombré de réponses à des questions que personne ne se pose ». Je vous laisse méditer là-dessus. Nous espérons bien entendu que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes au www.inteliaconsulting.com/épisode 214. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine. À très bientôt!